In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est sorti au cinéma l'année dernière, en 2021, pardon. Un film qui a aussi été montré à l'ouverture d'un certain regard au Festival de Cannes 2021, qui a une actualité là actuellement avec la cérémonie des Césars. Il est nominé 4 fois au César. On en parlera plus tard à la fin de cette émission. Et pour ce film, c'est Onoda et le réalisateur c'est Arthur Harari. Celles et ceux qui ont l'habitude de regarder un peu Microciné savent que c'est un film qui, on va dire, c'est un film dont je suis très sensible et donc je suis très content qu'Arthur ait accepté de revenir sur ce film alors que ça fait quand même un certain temps qu'il existe et merci beaucoup en tout cas. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, merci de cette invitation, cette proposition. Bon, première question qui est peut-être pas forcément cinématographique, mais pour le coup, comme j'arrive vraiment à la fin de la bataille, on va dire ça comme ça, la bataille promotionnelle, médiatique, juste savoir, vous, dans quel état d'esprit vous vous sentez maintenant? J'imagine que vous êtes en train de penser à un autre film actuellement. Oui, je suis même en train de me mettre à travailler. Enfin, ça fait un petit moment que je me suis mis à travailler, pas tout seul, mais sur une nouvelle écriture. Et donc ça va. Pendant un petit moment, comme je pense souvent après un film, puis là c'était un film très dense, très long à faire et à amener à son achèvement, j'ai eu un moment de désappointement et même d'angoisse, quoi, de peur de pas exactement savoir ce que j'allais faire ensuite. J'ai abandonné un projet que j'avais entamé, que j'avais commencé. Enfin, mais là ça va. J'ai l'impression d'avoir identifié réellement ce que je veux faire. C'est très différent et donc ça me plaît. C'est des choses nouvelles. Donc je suis plutôt, j'ai envie de travailler. Vous avez envie de travailler. C'est ça, j'allais vous demander, mais vous avez répondu, j'allais vous dire comment on fait pour sortir d'un film comme ça, parce que c'est un film qui dure près de 2h47 et très long, très intéressant en même temps au niveau on va beaucoup parler de la construction narrative et la question, elle est aussi très simple, c'est que vraiment les premiers jours après avoir terminé de post-produire le film, après l'avoir terminé de le monter, vous étiez dans quel état d'esprit? En fait, ça s'est pas exactement posé de manière aussi précise parce que comme il y a eu le confinement, le premier confinement qui est venu interrompre, on va dire, la dernière phase de post-production, c'est-à-dire on avait terminé de monter, on avait commencé le mixage, mais en fait le film était tellement long et avait des couches de difficulté de post-production telles que en fait il nous restait encore beaucoup de choses à faire. Et donc ça a été une fin de travail très étirée, très comme ça, sur des mois et des mois. On est retourné 2 jours en montage après le premier confinement. Puis on est reparti, on a fait énormément de mixage, d'étalonnage. Enfin, ça nous a permis en fait d'étirer la post-production. Et vu que le film est à la fois très long, très exigeant, et que nous, on avait un standard d'exigence qui est devenu un peu, je dis nous parce qu'il y avait beaucoup, on était avec mon frère, le monteur, le mixeur. Enfin, à un moment, la question de savoir quand lâcher l'objet s'est fait sentir. Enfin, je sais plus, on a étalonné 7 semaines. Enfin, c'est des durées qui sont en fait très très longues, quoi, parce que le film fait quasiment la durée de 2 films. Enfin, donc le sentiment que j'avais quand on a terminé, donc ça s'est fait en très longtemps, c'est que j'avais plus aucune frustration en fait sur le travail et j'étais très reconnaissant et très. Donc c'était un sentiment assez plein. Après, il a fallu attendre pas mal de temps pour montrer le film parce qu'on avait envoyé au festival et principalement on attendait la réponse de Cannes. Et voilà, comme ça a été décalé beaucoup, il a fallu beaucoup de patience. Donc j'étais dans un état à la fois, j'étais vraiment heureux du travail fait et en même temps euh, impatient quoi, que le film soit montré. Et c'est toujours un moment où on ne sait pas trop quoi faire dans l'intervalle. Bon, je trouve que j'avais de quoi m'occuper quand même, hein, mais j'ai dû prendre patience, on va dire. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris énormément de temps pour pouvoir le monter, ce film, pour pouvoir le post-produire, pas le monter financièrement, le monter artistiquement? Est-ce que c'est le film, sa durée, finalement, est-ce que ça a eu des répercussions sur la durée du film? C'est-à-dire le laisser vraiment prendre le temps de respirer, Je de parler. pense. Alors, c'est compliqué à dire parce que, évidemment, si on m'avait dit tu as 4 mois pour faire le montage Hmm. et ensuite 3 mois de plus ou 4 mois pour faire la post-production, ce qui sont des durées
qui existent dans le cinéma français, hein, notamment le cinéma d'auteur, pas forcément toujours très bien financé, évidemment que faire un film de 2h45, c'était impensable en fait. Parce que tout simplement, les étapes de travail ne tiennent pas dans ces durées-là. Donc à partir du moment où moi au début, j'avais dit, je pense qu'il faut au minimum 6 mois de montage, parce que mon premier long métrage, j'avais monté à peu près 5 mois, ce qui était déjà long. Et donc je savais que là, ce serait plus. J'avais pas anticipé que le film serait aussi long, mais je savais qu'il nous fallait du temps. Voilà. Et comme on avait pris du temps pour préparer le film, beaucoup de temps pour la préparation, beaucoup de temps pour le tournage a été long, il a duré 12 semaines. En fait, c'était absurde d'imaginer mettre une barrière à un endroit, et le producteur a été très à accompagner exactement comme il le fallait le processus de travail, en nous mettant, en ne mettant pas de limite temporelle. Voilà, il disait il faut que le film se finisse, se fasse. Il avait une grande croyance dans le film et dans le processus de fabrication. Et donc, bon, tout ça a impliqué évidemment qu'on était payé. On n'était pas très bien payé. Il y a un moment où on a continué à faire le montage en étant presque plus payé. Enfin voilà. Donc, mais parce que tout simplement, on avait tous envie que le film. Parce qu'en fait, des durées comme ça, c'est-à-dire on a monté 9 mois. 9 mois de montage, pour être payé vraiment au tarif syndical pendant 9 mois, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'était des négociations, mais c'était très épanouissant, et pour moi, évidemment, et pour le monteur. Et, voilà. Et je dois dire que le monteur, c'est un ami, ça fait 20 ans qu'on se connaît, on est très proches. Le chef opérateur avec qui j'ai travaillé, c'est mon frère, et l'étalonnage, il était investi dedans à 4000%. Après, l'étalonneur lui-même, qui s'appelle Gadiel Bandelac, et le mixeur, qui s'appelle Alec Gouze, qui est belge, ils ont donné vraiment de leur temps, enfin, ils ont fait des efforts incroyables, quoi. Donc, il y avait une croyance qui était très belle, quoi, de voir ces gens-là qui auraient pu dire non, là, à partir de là, ça va, quoi, on arrête. Et ils n'ont jamais dit ça, donc c'était nécessaire pour faire ce film, quoi. J'imagine que cette croyance dont vous évoquez, elle se sent aussi, je pense, hein, j'étais pas là, mais je le pense sur le tournage. Il y a comme ça quelque chose de très, une forme de collectivité qui faisait que le film, là, pour le coup, pour ce genre de film, pour ce genre d'histoire, pour ce genre de projet, il faut vraiment qu'il y ait une collectivité très forte. Oui. Bon, après, j'imagine que c'est une forme de cliché, hein, de le dire. C'est vrai que c'est un travail collectif, un film, et j'entends rarement les réalisateurs dire oui, j'ai fait mon film tout seul. Ou alors, quand c'est le cas, ils le disent pas. Ça arrive, hein, je connais des histoires où les gens ont l'impression de faire leur film contre l'équipe, et ça peut donner des films géniaux, hein, c'est pas la question. Non, là, moi, j'ai eu une sensation. Évidemment, c'était très collectif, il y avait beaucoup de monde sur le tournage. On a tourné au Cambodge, et en fait, il y a eu une mobilisation en termes de population je ne m'attendais pas du tout. Enfin, j'avais pas projeté ça, quoi. Mais en fait, il y avait entre la régie, les chauffeurs, il y avait vraiment beaucoup de monde, quoi, et beaucoup de Cambodgiens. Et c'était très beau de voir donc il y avait des Cambodgiens, il y avait des Japonais, des acteurs, et quelques membres de l'équipe. Il y avait des Français, des Belges, il y avait parfois des Thaïlandais. Enfin, je veux dire, c'était assez fou, en fait, comme on parlait tous en anglais, quoi. Enfin, sauf les Japonais qui parlent pas anglais, donc il y avait un traducteur, mais il y avait effectivement une espèce de synergie et de convergence de l'énergie qui était dingue, quoi, qui était très belle, et qui était en même temps très artisanale. C'est-à-dire que c'était pas une grosse production hollywoodienne, ni une grosse production française, en fait. Ça ressemblait pas, je sais pas moi, à ce qu'a dû être le tournage des Illusions perdues de Xavier Giannoli, quoi. C'était des gens, personne sur le tournage, quasiment, n'avait eu affaire à une production telle, en fait. C'est-à-dire une production, un film ambitieux avec quand même de l'argent, mais en fait pas assez d'argent pour l'ambition qu'on avait. Donc ça veut dire que tout le monde devait travailler, enfin comme je le disais, le temps de préparation, les heures de travail ont été très très étirées. Donc il y avait effectivement une forme de foi et de je sais pas comment dire, d'acharnement dans le travail qui moi m'a beaucoup porté, quoi. Cette question de la foi, pour moi, elle est importante, et c'est pour ça que je voulais poser, mais aussi parce que j'avais vu votre premier film, parce que celui-ci, Onoda, est le second. Mais j'avais vu votre premier film, Diamant Noir, et comment dire, il y a des choses, j'imagine que vous aussi,
quand vous découvrez certains films, certains auteurs, vous arrivez à voir, tiens, là, celui-là, peut-être, il est un peu comme moi, il est un peu cinéphile. Et donc, des Diamants Noirs, je voyais qu'il y avait comme ça des accointances avec une cinéphilie assez intéressante. Et il est évident, j'imagine, que lorsqu'on se lance dans ce genre de projet, ou quand le spectateur ou spectatrice cinéphile découvre ce film, très vite, il a en tête un autre film. Bon, bah voilà, c'est le Apocalypse Now, c'est tout cela. Mais moi, là, la question, c'est vraiment une question très cinéphile, c'est que lorsque vous vous êtes lancé dans ce projet, j'imagine qu'il y a cette espèce de grand frère un peu lourd qu'on a envie de jeter, d'éjecter de la pièce en disant, bon là, voilà, et de passer outre tout cela. Est-ce que ça, parfois, vous y avez pensé? Quand je dis vous y avez pensé, c'est par rapport à la démesure de ce projet que nous connaissons, qui est Apocalypse Now, la manière comment Coppola est devenu complètement dingue d'ailleurs, et même il y a des images maintenant de la conférence de presse où il dit, en gros, c'est un film, c'est comme ça que ça s'est passé la guerre. Enfin voilà, il y a quelque chose de très... Oui, il dit c'est pas un film sur le Vietnam, il dit c'est le Vietnam. C'est le Vietnam. En fait, ce film est tellement hors de portée en termes de folie, de démesure, de durée de tournage, et même de forme d'une certaine manière. Enfin, effectivement, c'est un film très organique qui raconte quelque chose et la forme le raconte et le tournage avait l'air d'être à l'image du film. Enfin, la mythologie est tellement énorme que je dois dire que je n'ai pas eu tellement à le sortir de la pièce. Il y a d'autres films qui me... et aussi pour une raison assez simple, c'est que c'était pas tellement une référence en termes de cinéma. C'est un film que je trouve très beau, qui est d'une grande puissance, mais c'est une forme de trip un peu hallucinatoire et avec une dimension baroque. C'est un film vraiment excessif. Et ma manière d'aborder mon film était pas exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire, pas sans que j'ai besoin de me dire par opposition, par exemple, à Apocalypse Now, je vais chercher autre chose. C'est que j'avais instinctivement l'impression que c'était pas l'identité de ce film et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus, enfin une forme de je ne sais pas comment dire, de distance. C'est-à-dire que moi, mon enjeu, c'était qu'il fallait être avec le personnage tout en ne lui collant pas absolument. Il fallait avoir une capacité de réflexion critique ou de questionnement sur le personnage, tout en se tenant tout le temps à ses côtés. Donc c'est une position inconfortable comme ça, et ça impliquait aussi esthétiquement des partis pris qui, on va dire, pour moi, c'était une forme d'immersion à distance. C'est un peu contradictoire, mais il fallait trouver quelque chose sur là. Donc, en fait, mes références, elles allaient plus du côté je sais pas moi, de Mizoguchi ou de Renoir ou de voilà des cinéastes auxquels on ne penserait pas forcément immédiatement par rapport à un film comme ça, et ça m'a permis de ne pas être écrasé par un exemple comme Apocalypse Now ou par exemple par Herzog, Aguirre, parce que c'est des films en fait sur des personnages qui perdent le contact avec le réel en fait, de telle manière que ça aurait pu être une référence pour moi évidemment. Mais c'est vraiment des films sur la folie. Or, moi, j'avais comme idée que c'était pas un film sur la folie, ce que je faisais, que c'était plutôt un film sur la croyance, ce qui n'est pas exactement la même chose. Même si, à un moment, la question de la compréhension de la réalité par le personnage se pose. Or, c'est une des questions de la folie. Si on ne comprend pas la réalité, si on n'est plus exactement capable de la lire, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de folie? Mais ça ne se posait pas de manière absolue, quoi, comme question. C'est pas un fou. Diamant Noir est votre premier film, mais celui-ci, Onoda, est-ce que vous y pensiez, vous avez commencé à y travailler avant Diamant Noir? Non, j'ai commencé à y penser parce que j'ai découvert l'histoire de Noda avant le tournage de Diamant Noir, c'est-à-dire en 2013. J'ai tourné de Diamant Noir en 2014. Mais par contre, le projet Diamant Noir a commencé en 2011, je crois. Donc non, c'est un projet qui précède. Par contre, effectivement, j'ai eu l'envie et l'idée, le projet avec le producteur de faire Onoda avant le tournage de Diamant Noir.
Et comment vous êtes tombé sur cette histoire incroyable de Alors Nodar? c'est très simple, c'est mon père qui m'a parlé de cette histoire un soir. Je cherchais en fait un sujet de film d'aventure. Je voulais faire un film d'aventure, donc je lisais beaucoup de choses. J'avais emprunté des livres dans sa bibliothèque sur des récits d'aventuriers ou de navigateurs comme ça, d'explorateurs. Et je trouvais pas de sujet. Et il m'a dit comme ça, mais vraiment presque comme une blague, quoi, comme une boutade. Ah bah t'as qu'à faire un film sur ce japonais qui est resté des années dans la jungle. Et je connaissais pas cette histoire. Lui d'ailleurs, il s'en souvenait pas précisément. Il se souvenait pas du nom d'Onoda ni du nombre d'années exactement qu'il avait passé sur cette île. Donc j'ai été sur internet et puis j'ai trouvé un livre ensuite, un livre écrit en français qui a été réédité l'année dernière. Très bien fait, un livre assez passionnant. Et voilà, ça m'a happé quoi. Et alors, et là où je veux en venir, c'est par rapport à l'histoire, à la construction narrative. Je trouve que dans le film, la manière que vous avez de raconter cette histoire, il y a quelque chose d'assez beau parce que autant vous laissez vos personnages respirer, et puis et en même temps il y a une espèce de travail énorme sur le hors champ. C'est-à-dire qu'on a cette impression dans cette histoire que la manière que vous avez de raconter cette histoire est très classique, très élégante, c'est très raffiné, c'est très simple et ça prend vraiment le temps de suivre. C'est une espèce d'évolution comme ça assez incroyable. Et je veux dire par là, c'est pas un film comme on a souvent tendance à dire que c'est un film de scénariste ou un film de non, mais il y a un travail sur la construction de narrative qui est assez passionnante. Et personnellement, si on m'avait pas dit que ce film durait 2h47, je l'aurais pas vu. Genre, pour moi, ça dure beaucoup moins. Et c'est ça, c'est passionnant cette manière que vous avez enfin, parce que je sais que vous l'avez écrit à plusieurs, mais ce travail sur la construction de narrative est assez impressionnant, je trouve. Bah, merci. Écoutez, quand on a abordé la question enfin le projet, j'en ai parlé au scénariste avec qui j'ai travaillé, avec qui j'avais déjà écrit mon premier film, Vincent Poimiro. On ne savait pas comment raconter cette histoire parce que c'était long, raconter 30 ans d'un homme qui fait quasiment une vie entière à se tromper sur une île. Il y avait tellement de choses compliquées à imaginer. Il y avait tellement d'écueils, c'est-à-dire on avait peur que ça soit contemplatif, on avait peur que ce soit répétitif, on avait peur que la chose soit pliée en 2 secondes, c'est-à-dire on sait qu'il se trompe. Après le moment où un personnage se trompe et qu'on a une longueur d'avance sur lui, comment être en empathie avec lui, voilà. Et puis il y a un moment à partir duquel on avait peur de ne pas être intéressant ou pas être surprenant parce qu'en 30 ans, dans la réalité, il a passé beaucoup plus de temps à ne rien faire et à s'ennuyer qu'à faire des choses intéressantes. Donc, c'est toute la question de l'intensité, en fait, au cinéma. Donc, ça a été un travail assez empirique, quoi, assez expérimental d'écriture pour chercher. Bon, en même temps, la base de l'histoire était passionnante, avec plein d'épisodes dans ce livre que j'avais lu euh, sur Onoda. Je veux dire, il y avait trop d'épisodes intéressants. Donc, c'était très riche. Il fallait sélectionner et il fallait trouver comment en faire un récit. Donc, on est passé par des phases d'écriture au départ qui étaient assez peu cinématographiques. Moi, j'ai d'abord écrit un premier document sur la base de ce livre qui déroulait tout ce qui me semblait intéressant de manière assez instinctive, quoi, en prenant du point zéro jusqu'au dernier moment. Alors, j'avais vraiment comme intuition qu'il fallait s'arrêter quand l'hélicoptère décolle. Donc, et puis, mais il y avait des moments dans ce texte qui faisait, je sais pas, une dizaine de pages, où je disais les jours passent, les semaines passent, les années passent. Enfin, les camarades sont de plus en plus fatigués. Tout ça, c'est de la littérature. Enfin, c'est des mots, quoi. Donc, c'était très compliqué. Mais j'ai eu besoin de passer par ça pour, pour commencer à poser, sans même y réfléchir, ce qui m'excitait en fait. Vraiment, la base de ce projet, c'est comme je le disais, de faire un film d'aventure, de retrouver des sensations d'enfants ou d'adolescents ou de jeunes lecteurs. C'est beaucoup lié à la littérature aussi. Euh, j'ai beaucoup lu les romans de Joseph Conrad ou de Stevenson. Plus récemment, Stevenson, j'ai découvert plutôt vers 30 ans. Et c'est des auteurs que j'aime énormément et qui ont un lien très fort avec euh, oui, une période d'enfance comme ça où les histoires nous emportent, quoi.
Et donc, j'avais comme ça une forme d'excitation très, très au premier degré de raconter une histoire puissante, quoi. Une histoire autre, comment dire, une espèce de plongée dans quelque chose que je ne vivrai jamais et que la plupart d'entre nous ne pourront jamais vivre, mais qui a été vécu. Et donc, par cette dimension euh, presque enfin d'alliage entre l'impossible et le possible, parce que c'est une histoire qui a l'air impossible, mais qui a existé, donc elle était possible, qui pour moi était une histoire à raconter, quoi, une histoire un récit romanesque très fort. Donc c'est passé d'abord par ce plaisir, et puis petit à petit, par couches successives, on a à la fois compris quels étaient les thèmes profonds du film, dont certains sont très sérieux et très vertigineux, euh, et comment on pouvait articuler tout ça en termes de récit. Mais comme je le dis, on était en terrain inconnu, quoi. Donc c'est en faisant lire aussi beaucoup autour de nous, avec des retours qui nous disaient: ah, mais là ça ne marche pas, là, cette ellipse là que vous faites de 10 ans, il y avait une ellipse à un moment qui arrivait beaucoup trop tôt, et on se rendait compte que c'était un peu choquant à la lecture. On se disait: mais 10 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Ils ont fait du camping ou quoi? Enfin, c'était des questions très triviales qui se posaient, et je me disais: ah oui, mais c'est vrai, c'est pas possible, on peut pas, je ne peux pas faire une ellipse aussi longue si je n'ai pas amené à ce moment-là le lecteur ou le spectateur à un endroit de charnière du récit, donc les personnages en fait, à un nœud qui fait que on peut passer ensuite, survoler 10 ans. Voilà. C'est vraiment des prises de conscience qui ont l'air très simples, mais il fallait qu'on passe par ces erreurs et par ces lectures, ces retours de lecture, pour comprendre comment, et notamment sur la question de la durée. Euh, En fait, les enjeux dramatiques étaient tout le temps liés à la durée intrinsèque de l'histoire, et c'est devenu ensuite très, très lié évidemment à la durée elle-même du récit et le rythme. Et ça, c'était jusqu'au bout du montage que ça s'est travaillé. J'ai l'impression que dans le film, les deux moments, enfin les deux chansons, l'une qu'on entend au début du jeune touriste, enfin du jeune étudiant, pardon, qui grâce à cette chanson ramène Onoda à la réalité, et puis il y a la chanson aussi qu'Onoda apprend avec cette espèce de major qui sergent, espèce de sergent recruteur, en tout cas qui le forme. J'ai l'impression que ces deux chansons dans le film, enfin moi je l'ai senti comme ça, c'est des éléments qui me permettent moi de me ramener à la réalité de l'histoire, parce qu'à un moment je pourrais ne pas, je pourrais oublier finalement le contexte historique et me dire que ça peut arriver aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de sortir de tout ça, d'être isolé. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on dit le fantastique, le fantastique surgit du réel, mais j'ai l'impression que la manière que vous avez, vous, de concevoir l'aventure, après, bon, quand on lit Stevenson, c'est normal, il y a cette idée que il y a un moment, le contexte historique s'esquive et on a cette impression de vivre quelque chose du présent. Et ces deux chansons me ramènent à la réalité historique. Ah, c'est intéressant. Effectivement, il y avait dans le film une possibilité d'échapper au présent. C'est en partie ce que le personnage, c'est un des effets de l'erreur dont je parlais que fait le personnage par rapport à l'histoire. C'est que en croyant à une version de l'histoire qu'il ne lâche pas, c'est donc la réalité historique et le présent historique qui s'éloigne petit à petit. Et donc il fait une forme de surplace, il vit dans une forme de bulle sur laquelle, soi-disant, le temps n'aurait plus de prise. En fait, il en a évidemment sur lui, sur son corps, mais il a l'air d'y échapper, quoi. Et c'est une des choses évidemment, qui m'attirait, cette forme de flottement intemporel et de décollement des effets du temps et de l'époque. Euh, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il était possible, à un moment, de vraiment, sans que ce soit un jeu de mots, de ne pas faire un film historique. C'est un film où l'histoire a une grande part, mais c'était pas une reconstitution historique. Au bout d'un moment, les types, ils ont toujours le même costume. On voit plus de bâtiments. Ils fabriquent leur habitat avec des choses naturelles. Alors, il y a des éléments qui surgissent de temps en temps. Ils ont des tissus. On voit qu'à un moment, il y a du plastique qui arrive. Il y a des bâches. Mais tout ça, ce sont des choses extrêmement rares et qui ne sont pas on ne peut pas les dater. Donc, évidemment, les dates, elles sont là, dans le carnet. Donc, il y avait une espèce de contradiction entre l'écoulement du temps et la datation
et le fait qu'on a l'impression que ça n'a pas d'effet réel sur les personnages. Et les chansons, effectivement, parce qu'elles ramènent quelque chose du sens de l'histoire et de la raison pour laquelle le personnage est là, et de sa culture, la question de l'héritage culturel et de la patrie, enfin, de la guerre et des raisons de la guerre, voilà, cet ensemble comme ça, comment dire, cet héritage à la fois national, culturel, géographique, enfin idéologique, qui fait qu'il est là. Ces chansons incarnent ça. Mais ce que je trouvais assez beau, ce qui me plaisait, c'est que ça passait donc par un élément poétique, qui est la chanson, qui est la musique, et un élément très flottant, qui se métamorphose et qui prenait diverses formes. C'est d'ailleurs le sens d'une des chansons. Enfin, il y a un sens très fort attaché à une des chansons qui est sa variation et sa dimension comme ça de métamorphique. Euh, et donc, c'était une manière de ramener l'histoire, le présent, presque l'archive, de décaler complètement ce que ces éléments-là, dans un film historique, normalement, ont de didactique ou d'un peu lourd, ou de tout le rapport je sais pas moi, aux informations, quand on voit des images d'archives, ça peut être très beau, mais voilà, ça me permettait, moi, de ramener le Japon, de ramener la question de l'impérialisme, la question encore une fois, de l'idéologie et du patriotisme à des éléments poétiques. Voilà. Et c'est ce que je cherche tout le temps en faisant des films, c'est que d'une certaine manière, tout puisse être transfiguré d'une façon poétique, même quand c'est très trivial ou même quand c'est très divertissant, enfin je ne sais pas comment dire, mais que par les moyens du cinéma, que ce soit une expérience esthétique, poétique qui soit proposée, quoi. Il y a quelque chose d'assez étonnant quand on regarde ce film au tout début, quand on voit Onoda avec sa petite troupe se faire attaquer par l'ennemi c'est les Américains, eh bien on ne voit pas les Américains, on ne les voit pas, on les entend, on les sent. Et quand je le voyais, je me disais tiens c'est très rare finalement dans l'histoire du cinéma pour des raisons que nous savons et qui sont plus ou moins justifiables. Mais c'est très rare de voir un cinéaste non japonais s'intéresser, à part Clint Eastwood et d'autres comme les Iwo Jima, s'intéresser donc aux Japonais, le point de vue des Japonais, et de ne pas montrer les Américains. On a toujours tendance à voir ces films de guerre, donc comme Burma ou Code 465, des choses où où c'est plutôt les Indiens ou les autres qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que c'est très très troublant ça. Ce moment-là était troublant, ce fameux hors-champ qu'on ne voit pas, et parfois même on a tendance à se dire qu'il n'existe pas, et que commence quelque chose de l'ordre, ouais, peut-être de la folie, je sais pas, mais il y a un truc en tout cas, il y a quelque chose. Et ça, c'était une des choses qui m'a frappé en découvrant l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été confronté physiquement à un Américain. Il en a vu de très loin sous forme de silhouette. À un moment, j'avais imaginé une scène, et je ne sais plus maintenant, parce que ça fait longtemps, si elle est basée sur quelque chose que j'avais lu dans ce fameux livre. J'avais imaginé une scène où, dans ce moment au début du film, où ils commencent à être très, très peu nombreux et où ils veulent encore, ils pensent que les Américains sont encore sur l'île et ils veulent aller les attaquer. Voilà. J'avais imaginé une scène où ils avancent comme ça dans la jungle et ils entendent des bruits puis des voix américaines, donc ils sont vraiment à quelques mètres. Et puis, et donc la peur monte et l'envie en même temps de les tuer, de les affronter. Enfin. Et puis la pluie tombe de manière comme ça. J'avais écrit la première arrivée de la mousson de la pluie dans la première version de scénario, arrivée de cette manière-là. Et donc je n'arrive plus à me souvenir si Onoda a réellement entendu des voix. Mais je me disais, tiens, c'est intéressant cette manière ils sont là, on les entend et finalement on ne va pas les voir. Bon, et j'ai fini par remplacer ça par cette arrivée au village détruit, et puis le seul signe des Américains qu'ils voient, c'est ce bateau qui s'en va, et puis des espèces de restes une espèce de chaise où il y aurait eu peut-être une torture, enfin, vraiment des traces fantomatiques comme ça. Évidemment, moi, ça me plaisait cette idée qu'on est tellement avec quelqu'un de son point de vue, on est piégé avec lui et lui-même est piégé dans un point de vue
qui fait qu'il ne peut que construire son ennemi. Même si son ennemi existe, il a existé, mais à un moment, il n'a même plus besoin qu'il soit là pour le faire exister. Il le dit d'ailleurs, il dit, quand il admet que les Américains sont partis, il dit, mais si les Américains sont partis, très bien, donc, nos ennemis maintenant, c'est ceux qui sont là, en fait, et qui ne sont pas d'accord avec notre présence. Donc il y aura toujours un ennemi. Voilà, et en termes de cinéma, encore une fois, et d'expérience physique, c'était assez intéressant, cette idée de faire exister la guerre, de faire exister la mort, de faire exister la violence, alors que les ennemis ne se sont même pas donné la peine de se montrer, quoi. Parce que pour les ennemis, eux n'existent pas, quoi. Enfin, ils sont tellement... En fait, ce reversement de point de vue, effectivement, qui est assez rare, enfin, on voit... enfin, disons dans le cinéma occidental, parce que du point de vue des Japonais, il y a des films, il y a quelques grands films assez puissants, notamment, enfin, moi, le plus fort que j'ai vu sur la guerre, enfin, un des plus forts, c'est Feu dans la plaine de Kon Ichikawa, où c'est un film dans lequel on ne voit jamais un ennemi. Il n'y a pas de... C'est des types qui sont perdus sur une île, qui sont en train de mourir de faim et de typhus, enfin... Et voilà, ils n'affrontent jamais un ennemi. Il y a des bombes qui tombent, mais le corps de l'ennemi n'est jamais là, quoi. Et je pense que la guerre, c'est souvent... Moi, je n'ai pas vécu la guerre, évidemment, mais il me semble que ça doit être une des expériences premières de la guerre, c'est de ne pas voir l'ennemi, en fait. Encore deux petites questions. La deuxième, tu es très ludique, on va dire ça comme ça. Mais une question sur l'économie du film. On peut pas ne pas l'avoir dans le sens où pratiquement dès le générique, il y a un fond noir et on voit progressivement tous les collaborateurs, tous ceux, toutes celles qui ont participé à ce que le film, enfin financièrement, ce que le film puisse exister. Je vous avouerai que je suis toujours aussi étonné. Hein, on le sait que c'est très compliqué aujourd'hui de financer certains films, mais je vous avouerai que j'étais encore étonné, mais vraiment étonné. Et je me suis dit, il faut quand même que c'est toujours aussi compliqué de financer ce genre de film. Alors, ce film-là, il cumulait des difficultés qui sont absolument redoutables. C'est-à-dire, c'est un film fait depuis la France. Il n'y a pas un mot de français. Donc, il y a toute une série de financements qui sont normalement les financements de base pour financer un film en France, auquel on n'a pas droit, ou alors auquel on a droit vraiment à la portion extrêmement réduite, tout simplement parce que le film n'est pas en langue française. Et il y a certains films, il y a des exemples récents, qui, sans être en langue française, ont eu, par le truchement d'accords de coproduction ou de biais administratifs, ils ont eu le droit à des financements comme si c'était des films en français. Par exemple, un film comme Annette de Léos Carax, c'est un film qui a eu le droit à tous les financements comme si c'était un film en français, tous les financements français, pour une raison très simple et un peu absurde, que c'est considéré comme étant l'adaptation d'un livret d'opéra. Puisque la base, c'est un opéra rock écrit par les Sparks. Et donc, ils ont trouvé ce contournement-là, alors que le film est un film entièrement en anglais. Nous, on n'a pas eu droit à ça. On a vraiment essayé, on a demandé une dérogation en disant que c'était un film d'auteur, que c'était vraiment une initiative française, etc. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a aucun accord de coproduction entre la France et le Japon et que la langue japonaise, voilà, c'est vraiment... il n'y avait rien à faire, quoi. Et donc, il a fallu être extrêmement inventif du côté de la production. Et quand je dis il a fallu, c'est le producteur, Nicolas Antomé. Parce que, bon, on a eu l'argent du CNC, mais c'était une somme réduite. Ça s'appelle l'aide au cinéma du monde, c'est pas l'avance sur recette. On a eu Canal+, un tout petit montant. On a eu Arte. Arte, par exemple, c'est la seule aide, on va dire, un peu canonique comme ça, du cinéma d'auteur qu'on a eu plein pot, on va dire. Comme si on était un film français. Parce que pour eux, la langue ne compte pas. Mais en dehors de ça, toutes les aides qu'on a eues en France sont des aides qui ont été réduites au moins de moitié, voire plus. Donc ça veut dire qu'il y avait un énorme gap à remplir pour financer le film. Et donc il a fallu multiplier les coproductions. Il y a 5 pays coproducteurs. Voilà, donc il a été chercher un peu partout, vraiment. On a vraiment tenté des choses très, 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 très improbables. On a essayé de contacter Martin Scorsese, on a essayé de contacter des Mexicains, on a essayé de contacter des Chinois. À un moment, on nous a dit il y a telle entreprise chinoise qui cherche à investir dans le cinéma d'auteur. On nous disait mais
Chinois, ils seront pas d'accord pour raconter. Ça va pas les intéresser d'être plongé 2 heures et demie avec un Japonais radicalisé. Enfin, mais bon, on a quand même essayé. Enfin, c'est assez marrant de tout essayer. Et finalement, on a trouvé voilà, de l'argent au Japon, en Italie, en Belgique, en Allemagne. Et le Cambodge, c'était une aide, on va dire, de fait matérielle, hein, parce que c'est la force vive du tournage, quoi. Mais voilà, et voilà, et l'aide notamment du distributeur-vendeur, le pacte a été déterminante aussi, parce que eux, ils ont fait un pari énorme sur ce film, sur lequel il y avait vraiment pas d'acteurs connus, une durée longue, la langue japonaise, voilà, ils avaient une croyance très forte. Donc, effectivement, le film a nécessité tous ses partenaires, c'était impossible sans. Et je dois vraiment dire que du côté de la production, ça a été une aventure aussi éreintante, vraiment épuisante et très très complexe pour le producteur et ses collaborateurs. Mais bon, ça a fonctionné, quoi. Et d'ailleurs, vous évoquiez là, le Cambodge. J'ai omis de dire, de signaler que l'émission, grâce à Davy Chou, qui d'ailleurs a participé à la. Oui, Davy Chou était effectivement le producteur exécutif au Cambodge, et le Voilà. film lui doit beaucoup parce que cette synergie dont on parlait tout à l'heure, collective sur le tournage, en partie organisée par lui, quoi, de manière très 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 forte. Ouais. Donc, et que je salue, sans qui cette émission n'aurait pas lieu, et qui est aussi, entre parenthèses, un excellent cinéaste. Ça, il Absolument, faut aussi souligner. Dernière question un peu ludique, hein. Maintenant, on sait que le film est nommé au César dans 4 catégories. Genre, je cite meilleur scénario original, photo, réalisation et meilleur film. C'est ludique. Qu'est-ce que vous êtes, j'imagine, vous êtes content, vous êtes satisfait. Enfin, ça, moi, je suis très content. Alors, je suis d'autant plus. Disons qu'il y a un enjeu pour nous hypothétique, hein, très hypothétique, c'est que si jamais miracle, on avait des Césars et pourquoi pas le César du meilleur film, il est question que le film puisse ressortir en salle parce que le film a fait très peu d'entrées, enfin trop peu. Il est sorti au pire moment, au moment de l'instauration du pass sanitaire en juillet 2021, et donc je m'attendais pas à cet enjeu-là avec les Césars. Mais c'est pas juste un enjeu de reconnaissance. Donc je vous avoue que cette carotte-là, comme on dit, n'est pas anodine, quoi, parce que si jamais il y a eu quelques exemples dans le passé de films un peu outsiders comme ça qui ont eu le César du meilleur film, par exemple Fatima de Philippe Faucon, L'Esquive de Keshish, ou L'Amant de Lady Chatterley aussi. Alors, aucun de ces films n'avait fait aussi peu d'entrées que le mien, mais bon, voilà, ces films sont ressortis en salle une deuxième fois après avoir eu le César. Donc voilà, après, comment dire, moi j'ai une position ambivalente avec les récompenses, notamment les Césars, qui est une récompense très. C'est un peu un club, quoi. Et je trouve que c'est à la fois évidemment très gratifiant quand on nous y invite, mais je trouve que c'est aussi une machine à créer ceux qui y en sont et ceux qui n'en sont pas, Et voilà, j'ai une position par rapport à ça où il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'establishment et de la reconnaissance institutionnelle et mondaine, ou je sais pas comment le dire, qui me pose question. Voilà. Mais bon, je ne veux pas cracher dans la soupe, hein. Pour le film, c'est génial. Et puis vous aviez pour ceux qui ont travaillé dessus. Puis vous aviez reçu aussi le prix Louis Deluxe, ça j'ai oublié de le dire, qui d'ailleurs, dans l'intitulé du prix, a insisté pour que le film ressorte parce que oui, effectivement. Absolument. Voilà. Ils ont très intelligemment lancé cette espèce de possibilité ou de mot d'ordre, et donc des gens pensent que le film va ressortir, mais ressortir un film, ça coûte de l'argent, c'est très compliqué, il faut trouver des salles, donc il faut un événement en fait pour que ça se passe. En tout cas, j'espère que l'événement, ce sera les Césars et que vous aurez la possibilité, parce que c'est vraiment un film remarquable et important. Important. Merci. C'est moi qui vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de revenir après quelques mois sur ce film. C'était en tout cas avec plaisir. Assez passionnant, et puis je vous souhaite longue vie au film et pour le prochain aussi, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Générique, c'est parti. Au revoir. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and